Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Retrouvez plus d'infos et le petit court-métrage en fin de vidéo. Si le vol de Scott Carpenter était presque parfait à l'exception de la dérive au retour, Mercury Atlas 8, mission plus longue, va se révéler être une mission plus réussie encore. Aujourd'hui, nous revenons sur le vol de Sigma 7, l'avant-dernier vol du programme Mercury. Suite au vol quasi parfait de Mercury Atlas 7, les discussions vont bon train à la NASA en ce qui concerne la prochaine mission. Certains, dont les politiques du Congrès, pensent que le programme est prêt pour une mission significativement plus longue qui permettrait enfin de battre le record soviétique de 17 orbites réalisé par Titov. D'autres pensent en revanche qu'il faut encore attendre une dernière mission, plus longue que Mercury Atlas 7, mais bien en dessous des 17 orbites. À la fin juin 1962, la NASA annonce que le vol Mercury Atlas 8, opéré par l'astronaute Wally Schirra avec Gordon Cooper en remplaçant, fera 6 orbites. Mais en août, à la surprise générale, l'Union soviétique lance non pas une, mais 2 capsules Vostok habitées en l'espace de 2 jours. Les 2 cosmonautes Andrian Nikolaev et Pavel Popovich se rapprochent à moins de 5 km l'un de l'autre. Ils atterrissent quasi simultanément, à moins de 6 minutes d'intervalle. Nikolaev, qui avait décollé en premier et donc avait été celui qui avait volé le plus longtemps des deux, a anéanti le précédent record de Titov en réalisant 64 orbites et près de 100 heures dans l'espace en une seule mission. Les Américains reçoivent une nouvelle gifle. Mais les objectifs du programme Mercury sont déjà remplis et les vols de longue durée, les sorties spatiales, les rendez-vous et les éventuels amarrages sont les objectifs du programme Gemini, à ce moment-là en préparation. On envisage alors d'imaginer une première pour Mercury Atlas 8, histoire de marquer le coup, comme un rendez-vous avec un satellite, mais finalement, pour rester dans la sécurité à tout prix, on prend la décision de garder le profil de vol initial, à savoir un vol de 6, voire 7 orbites. En 1868, Giovanni Schirra, originaire du petit village de Loco, dans le Val d'Onsalnone en Suisse italienne, quitte la petite bourgade à l'assaut du Nouveau Monde. Dans cette région vallonnée et emplie de forêts, la beauté du paysage est peut-être le seul avantage d'y vivre. La population est pauvre et beaucoup émigrent vers l'Amérique du Nord pour y trouver une meilleure vie. Accompagné de ses 3 frères et ses 2 sœurs, Giovanni part à la conquête des États-Unis. Il y rencontre une autre Suisse qui, elle aussi, a quitté sa terre natale à la recherche du bonheur. Elle lui donnera un enfant, Walter, qui plus tard deviendra pilote dans l'armée canadienne, combattra lors de la Première Guerre mondiale, avant de s'installer dans le New Jersey avec sa femme. De leur union naîtra Walter Jr. Après la guerre, Walter Sr. réalise des acrobaties aériennes avec sa femme debout sur ses ailes, et ce spectacle fascine son fils, qui veut lui aussi voler. Après avoir obtenu un diplôme d'ingénierie aérospatiale, Walter Jr. s'engage dans la Navy et participe à la guerre de Corée. Étonnamment, il est d'abord un peu réticent à l'idée de candidater pour faire partie des 7 premiers astronautes américains, mais il tente tout de même sa chance et est sélectionné. Il manque tout de même de se faire évincer du programme. Les médecins découvrent un polype dans son larynx. Après une intervention chirurgicale et un traitement intensif, il est finalement conservé dans le programme Mercury. L'histoire de ses origines sont à l'époque peu connues, particulièrement en Suisse, mais elles referont surface quelques années plus tard. La mission Mercury Atlas 8 diffère largement du vol précédent. Sur Mercury Atlas 7, Carpenter avait eu des problèmes pour réaliser les expériences scientifiques et contrôler le vol en même temps,
Ce qui, pour certains, a été la raison de la dérive à son retour sur Terre. Cette fois, les expériences seront très limitées. Schirra va n'avoir que des missions d'observation, d'un projecteur au xénon de près de 2 milliards de lumens en Afrique du Sud, et 4 fusées éclairantes de 12 millions et demi de lumens à Woomera, en Australie. Ajoutez à cela de l'observation de la Terre, particulièrement de la météo, et c'est tout. Le reste du temps de vol sera dédié à la bonne tenue de la capsule et de sa trajectoire. Le vaisseau Mercury numéro 16, nommé Sigma 7 par symbolisme de perfection mathématique et d'ingénierie, reçoit 8 panneaux de matériaux divers pour les confronter à la rentrée atmosphérique et voir s'ils s'avèrent meilleurs que ceux actuellement utilisés dans le programme. Les systèmes reçoivent des améliorations pour pouvoir tenir à coup sûr le temps de vol, notamment l'emport d'oxygène et les réserves d'énergie. Au sol aussi, les procédures sont adaptées à la longue mission, puisqu'en cas de posée hors des zones de secours prévues, la NASA veut garantir l'arrivée des secours en moins de 18 heures. Cela demande une planification poussée mais pas impossible pour 6 orbites, mais cela devient bien plus complexe pour 7 orbites en raison des territoires survolés. La mission de Schirra sera donc limitée à 6 orbites. On augmente en conséquence les stations de réception en équipant des C-130 d'antennes relais, et c'est un total de 28 navires, 134 aéronefs et 17 000 personnes qui vont travailler sur cette mission, du pas de tir à l'océan. Initialement, le décollage doit se faire à la mi-août, mais de nombreux problèmes, notamment de fuite, impactent la capsule. Beaucoup de travail doit être fait pour assurer la sécurité du vol, ce qui repousse le lancement. En plus de ça, un test d'explosion nucléaire en haute atmosphère, Starfish Prime, a créé une zone de radiation et impacté plusieurs satellites. Pour ces deux raisons, le lancement est désormais prévu pour septembre. C'est aussi durant ce mois que le président Kennedy annonce la fin des tests atmosphériques nucléaires américains, justement pour préserver la santé des astronautes et des cosmonautes en orbite. Un troisième report est annoncé après la découverte de fuites et autres problèmes techniques sur la fusée Atlas, qui a subi quelques mises à jour techniques améliorant sa fiabilité. Finalement, la date de lancement est repoussée au 3 octobre 1962. Entre-temps, le président Kennedy visite l'ensemble des installations de la NASA en Floride et aussi au Texas. Il y rencontre notamment Wernher von Braun, qui lui présente les visions d'un programme lunaire, de la Saturne 1 et des autres véhicules qui propulseront un jour l'Amérique sur la Lune. Il prononce également à l'université Rice un discours historique annonçant les premiers pas d'un Américain sur la Lune d'ici à la fin de la décennie. Ces apparitions et discours sur la course à l'espace sont évidemment une opération politique, dans le but de convaincre les opposants au projet de la nécessité de se placer en leader du spatial face aux soviétiques, et par extension de permettre de développer des lanceurs militaires toujours plus dissuasifs. Et 2 semaines plus tard, de son côté, Wally Schirra embarque dans Sigma 7, dans le but d'encore une fois repousser les limites du programme spatial américain. Nous voilà rendus le 3 octobre 1962 sur le complexe de lancement 14 de la Cape Canaveral Air Force Station. Wally Schirra intègre Sigma 7 en suivant la procédure désormais routinière. Ce qui est routinier également, mais moins officiel, ce sont les références des astronautes au fameux club de la tortue. Souvenez-vous, quand on fait partie du club et qu'on vous demande « Es-tu une tortue ?», vous devez répondre « Oh que oui, et toi, t'as un joli petit cul ». Si vous ne le faites pas, vous devez une tournée à tout le monde. Du coup, sur cette mission... Are you a turtle today? Going to Vox record only. You bet your sweet ass I am. Okay, I finished Vox record. Le lancement se passe de façon parfaite. La coupure du moteur principal du booster a lieu 10 secondes trop tard, ce qui ne pose pas de problème particulier. En revanche, cela place la capsule à une apogée de 283 km et une vitesse de 28 200 km/h, un double record du programme Mercury. Schirra engage ensuite le retournement de la capsule avec une douceur particulière pour conserver du carburant.
Il va d'ailleurs se démarquer de ses collègues dans la douceur et la précision de son pilotage. Les expériences d'observation des fusées éclairantes au sol ne seront en revanche pas concluantes à cause de la météo sur place. Il voit en effet des lumières au sol, mais qui s'avèrent être des éclairs sous la couverture nuageuse. L'astronaute se concentre alors sur le pilotage manuel ou encore le système automatique qu'il appelle le mode chimpanzé, mais prend également le temps de réaliser des expériences de désorientation spatiale. Comme ses prédécesseurs, il remarque lui aussi les particules de glace éclairées par le soleil autour de la capsule, les lucioles de Glenn. En dehors d'un souci de température trop haute par moment dans la combinaison, le vol est absolument parfait. Le système de contrôle automatique conserve une trajectoire parfaite. Le pilotage doux de Chira consomme bien moins de carburant que prévu, tout est optimal et Chira se sent particulièrement bien dans sa petite capsule. On l'informe qu'il va passer pas trop loin du satellite Echo One alors qu'il survole le Zanzibar. Mais l'objet ne sera pas repéré par l'astronaute ni aucun autre pendant le reste du vol. Chira observe tout de même la Lune, les formations de nuages, les villes, les îles, le tout dans un calme olympien. On lui donne même sa chance de donner ses impressions en direct sur les radios occidentales. Roger, Wally. You got anything to say to everyone watching you cross country on this thing? We're going out live on this. Oh, it sounds like great sport. I can see why you and Scott like it. I'm having a trick now. I'm looking at the United States and starting to pitch up slightly with this drifting rate. And I see the moon, which I'm sure no one in the United States can see as well as I right now. I think you're probably right. I suppose an old song, Drifting and Dreaming, would be apropos at this point, but at this point I don't have a chance to dream. I'm enjoying it too much. Roger, things are looking real good from here, Wally. Thank you, John. Le reste du vol est, disons-le, devenu presque banal tant il est parfait et dénué du moindre problème. Chira est félicité par le directeur de vol Chris Kraft pour sa bonne tenue de la trajectoire, mais surtout les 22% de carburant consommés durant le vol. Au moment prévu, Chira active les rétrofusées, réalise une descente parfaite et amérit à seulement 7 km de la zone prévue. Les équipes de récupération ont pu voir Sigma 7 descendre et se poser dans l'océan, et très vite, la capsule et l'astronaute sont hissés à bord de l'USS Kearsarge. Il fait sauter la porte comme prévu, ce qui lui brûle légèrement la main, et est accueilli avec tous les honneurs sur le porte-avions. Les examens médicaux révèlent que les veines de ses jambes étaient, après le vol, gorgées de sang plus que d'ordinaire. Cela ne posait aucun réel problème de santé à long terme et le lendemain du vol, Chira avait retrouvé une condition physique tout à fait normale. De retour sur le continent, l'Amérique, comme d'habitude, le félicite et l'accueille chaleureusement. L'engouement du vol spatial et de la future conquête de la Lune, engagée par le président Kennedy quelques mois plus tôt, passionne les Américains, du moins pour les quelques jours qui suivent le vol. Car la découverte par un avion espion U-2 de missiles nucléaires soviétiques sur le sol cubain va marquer le point de départ d'une crise politique et militaire sans précédent, la crise des missiles cubains, qui va plus que jamais faire passer les États-Unis et l'Union soviétique à deux doigts de la guerre totale. Le vol spatial, dans l'opinion publique, va soudainement perdre de l'intérêt au profit de la peur d'un type de lanceur bien plus destructeur. De son côté, la NASA va lancer une dernière mission Mercury qui va cette fois exploser tous les records américains et de très loin. Mercury Atlas 9 devrait voler plus de 24 heures contre les faibles 9 heures de Wally Schirra. J'espère que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me remercier avec juste un pouce en l'air et pour les plus généreux d'entre vous, un petit don sur Utip dont le lien est en description. Vous y trouverez aussi mes sources dont wikiarchive.space, le site gratuit que j'ai créé où vous trouverez des milliers de photos du programme Mercury en accès et téléchargement libre.
Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il vous propose toujours une réduc excellente et un mois gratuit sur nordvpn.com/stardust. Et ça aussi, ça permet de soutenir votre serviteur. Bref, je vous laisse avec la suite de l'épopée de la sonde NordVPN. À bientôt. Ciao! Ce soir, ce n'est pas le président des États-Unis qui vous parle. Ce n'est pas le chef d'État, mais le simple internaute. Nous sommes confrontés au plus terrible défi qui se puisse imaginer. La Bible annonce ce jour sous le nom d'Armageddon, la fin de la liberté sur Internet. Pourtant, pour la première fois, dans l'histoire de notre planète, une des espèces possède la technologie qui peut lui permettre d'éviter les restrictions géographiques. À vous tous qui priez avec nous, je veux dire que tout ce qui est humainement possible pour prévenir cette catastrophe est actuellement tenté. Notre soif de perfection et de connaissance. Toutes les avancées dans le domaine du web, nos audacieuses plateformes de VOD, les progrès du téléchargement, au service de l'utilisateur et jusqu'aux sites web internationaux, nous ont motivés à livrer cette terrible bataille. Au long des années, marquées par l'article 13, les blocages de vidéos YouTube, les catalogues Netflix, Amazon ou encore Disney+, il est une chose qui a nourri nos âmes. Maman, il y a un film à la télé. Et qui nous a élevés au-dessus de notre condition. C'est NordVPN. Tous les regards et tous les rêves de la planète sont tournés ce soir vers ces 14 héros qui vont s'envoler vers les étoiles. Ce n'est pas un film, mon chéri. C'est une sponsor. Citoyens du monde, puissions-nous survivre à cette épreuve. Bonne chance à tous et que notre VPN soit avec nous.